Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission En toutes lettres avec. Accueillez avec moi Omar Dabo. Bonsoir Omar. Bonsoir Annie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors ce soir, nous allons parler de votre pièce de théâtre Les infidélités du pantalon. Alors, déjà, vous êtes auteur, artiste, comédien, metteur en scène et fondateur de la compagnie théâtrale Les Banlieusards. C'est cela. J'ai rien oublié. Non, du tout. Du tout. Très bien. Alors, les infidélités du pantalon. Quand on entend le titre, d'un coup, on pense qu'on va parler d'infidélité, de polygamie, ce genre de choses, alors qu'en fait, non. Oui, c'est cela. Bon, c'est à dessein. Vous avez voulu nous tromper dès la lecture. C'est ça, c'est un peu ça le théâtre aussi. On se plaît des fois de jouer les attentes des spectateurs, des spectateurs ou des lecteurs. Des lecteurs. Donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt. Parfois, le titre, ça peut donner envie d'aller à l'intérieur. Donc plus on voit de surprise en surprise. Donc c'est ça qui fait le charme du théâtre. C'est vrai. Voilà, donc. C'est vrai. Voilà. Alors qu'en fait, la pièce de théâtre, elle parle en fait de la rébellion des femmes. En fait, une rébellion parce que les femmes, elles en ont marre, entre guillemets, de la gouvernance stérile des hommes. Voilà. Elles décident de prendre les choses en main. C'est cela. C'est une révolution, en fait. Une révolution des femmes qui jugeaient le règne des hommes assez stériles. Bon, donc ils n'ont plus la possibilité de mener à bien la destinée du pays. Donc c'est à eux maintenant de reprendre le flambeau. À l'aide d'une révolution. En fait, c'est là la pièce. Oui. Les infidélités, c'est pour dire que le pouvoir, c'est le pouvoir. En fait, c'est les infidélités du pouvoir. D'accord. On dit que le pouvoir, ça n'appartient à personne. Oui. Juste du moment où on se dit que maintenant qu'elle est à nous, donc on dormit sous nos lauriers, donc là, elle nous échappe, quoi. C'est vrai. Il n'est l'apanage de personne. Aujourd'hui, il est avec moi, demain, il peut être avec vous, il peut être avec un autre, c'est comme ça. Exactement. Voilà. C'est un petit peu ça aussi le jeu de la politique. C'est ça. Et d'ailleurs, la rébellion, elle a été menée par la première dame de la province de l'Iloumou. L'Iloumou, oui. Voilà. Qui décide de confisquer le pantalon qui est en fait le symbole du pouvoir dans cette pièce de théâtre. C'est cela. C'est ça. C'est cela. Très bien. Donc, la première dame, effectivement, bon, elle en avait marre, comme vous l'avez dit, vraiment des comportements de son époux qu'elle trouvait assez agaçants, stériles, qui ne menaient nulle part. Finalement, elle a décidé de confisquer le pantalon, vraiment pour sauver l'héritage de son enfant. L'héritage de son enfant, exactement. Voilà, c'est cela. Ouais. Parce qu'elle trouve en fait que son mari, il est trop au service de monsieur Aide sans frontières. Justement, c'est qui ou c'est quoi cet homme sans frontières Aide sans frontières. Aide sans frontières, c'est pour parler un peu des puissances économiques qui sont tapées dans l'ombre. C'est pour parler du colonisateur, des vrais décideurs qui nous tiennent la bride, qui décident de tout dans nos pays et qui font ce qu'ils veulent, qui bénéficient à nos périls, de nos deniers, qui prennent nos ressources, qui les pillent, qui décident de tout finalement. C'est ça, monsieur Aide sans frontières. Bon. Ils sont là, ils sont habillés parfois de l'abus du sauveur, de l'humaniste. Bon, ils sont là. Il y a les aides, mais ce n'est que du bluff, quoi. Exactement. En réalité, ils sont là pour nous voler, pour nous mener où ils veulent. C'est ça. Et c'est exactement ça que la première dame a compris, mais que le gouverneur refuse. Il dit non, je suis là, constructeur, il y a la passerelle du futur que je vais faire et tout. Elle lui dit non, en fait, tout ce que tu fais, ça dépend de lui. Et toi, ta fameuse passerelle du futur, elle n'a jamais vu le jour. Elle a été inaugurée en grande pompe, mais elle n'a jamais abouti au final. Ah ouais, c'est ça, c'est un peu ça c'est un peu ça le drame. Parce que là, bon, on est là pour attaquer personne, on n'attaque personne. Mais c'est une réalité, c'est un constat. C'est des choses qu'on vit au quotidien. Exactement. Donc, on n'a pas besoin de fermer les yeux ou de passer ça sous silence. Et c'est là, nos présidents, c'est en réalité des gouverneurs, des gouverneurs de Monsieur Aide sans frontières. Bon, ils font des choses parce que Monsieur le gouverneur, Monsieur Aide sans frontières, il le veut bien. Il le veut bien, exactement. Il finance,
Et après, ils nous désignent où passer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment changer nos constitutions, comment rester au pouvoir. Du moment que nous, vraiment, il faut qu'on reste au pouvoir, qu'on ait les privilèges et qu'ils nous protègent d'un éventuel soulèvement de nos peuples. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tout va bien. Maintenant, elle a compris ça, elle en a marre. Et même, on a même remarqué qu'elle-même, elle a été victime. Elle a été victime de la tyrannie de M. Aide Sans Frontières. Oui. Parce que M. Aide Sans Frontières va jusqu'à vraiment... prendre son lit, prendre sa place, va prendre la place du mari et se poser dans son lit, ça c'est grave. Et là, l'homme, il supporte ça. Parce que là, c'est vraiment l'apogée de l'humiliation. C'est vrai. Hein? Et pour lui, non, c'est pas grave, c'est normal. Parce que lui, parce qu'il laisse au pouvoir. Et il garde ses privilèges, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un détail quoi pour lui. Exactement. Alors que là, c'est terrible. Ça montre comment on est vraiment dépendant, comment on est esclave de l'autre. On est là, on a un semblant d'existence, alors qu'en réalité, c'est rien du tout. Aussi, je vais vous couper, elle prend aussi l'exemple, en fait, elle dit quand elle passe dans la rue, elle sent le regard des mendiantes et des personnes qui sont en train de chercher leur pitance, qui sont en train de la critiquer. De regarder celle-là, elle est bien habillée et tout, alors que nous, on est en train de souffrir, on n'a rien. C'est le propre de toute l'Afrique. Hein? C'est le propre de toute l'Afrique. C'est une minorité, un clan ou une famille qui est partout, qui vit bien au-dessus des moyens du pays. Alors qu'il y a la majorité qui est là, qui patauge dans la boue de la pauvreté, de la survie. Ils sont là, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc ces gens-là voulaient dépasser, ils sont dans la rue, aujourd'hui s'ils mangent, demain c'est pas ceux qui vont manger. Ils sont là en quête de quelques pièces de monnaie. Vous passez tout le temps dans vos 8-8, bien habillés, bien tout ça quand même. Et ils savent que c'est leur argent. Qui vous permettent de vivre avec ce standing-là. Et vous ne pensez pas à eux, quand il y a les élections sont là, eh ben, c'est la pluie des promesses, c'est des milliards, de l'argent jeté à gauche à droite. Bon, comme c'est le cas. C'est le cas. Quand même. C'est un peu. On écrit, c'est ça aussi. Hein? On n'écrit pas juste pour un temps. Mais ça peut durer, ça doit durer. Ça doit évoluer avec le temps, avec les réalités, avec le quotidien. C'est ça l'intérêt. Donc on n'écrit pas juste pour un moment précis. Donc disons ça, c'est des choses qui se sont répétées avant notre naissance déjà, c'était là. Et ça continue. Et ce sera, demain à nos enfants, ce sera pareil. Donc il est temps que ça cesse, quoi. Il est temps que ça cesse. C'est cela. Bon. Et d'ailleurs, la première dame, pour revenir un petit peu à la pièce, elle dit « Femme de l'Iloumou, femme d'Afrique et du monde, l'heure est venue de crier non. L'heure est enfin venue pour nous, femmes, de sauver l'humanité du règne stérile des hommes. » Comme quoi, en fait, selon la vision, en fait, on va dire de la femme, de la dame. Si jamais c'est nous qui prenions le pouvoir, le monde peut-être irait mieux. Ouais. Elle a le droit. C'est son droit. C'est son droit. Et puis, il ne faut pas lui refuser cela. Le pays, c'est pour tous. Le pays appartient à tout le monde, quand même. Homme comme femme. Homme comme femme. Donc, chacun a sa partition à jouer dans la bonne marche du pays. Exactement. Pendant longtemps, on a vu que les femmes ont une capacité crânienne qui ne leur permettait pas de diriger, à tort ou à raison, je sais pas. Toujours est-il que, quand même, elles font de très bons résultats à l'école, n'est-ce pas? Maintenant, et pour diriger, on a vu que dans les foyers, les femmes sont plus dirigeantes que les hommes. Nous, on vient après le travail, on est là, on s'en fout du reste, excusez-moi du terme. C'est la femme qui régente la maison. Exactement. Donc, à une échelle un peu plus large, maintenant, elle commence à s'imposer dans la politique et tout ça. Pourquoi ne pas essayer une dame pour voir ce que ça va donner? Bah oui. Du moment, depuis les soi-disant indépendants, c'est les hommes qui dirigent. Les hommes. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Ça va de mal en pire. Pourquoi ne pas essayer avec une tata ou quelque chose comme ça? On verra ce que ça va donner. Parce qu'on a quand même vu la plupart des femmes dirigeantes de ce monde, quand elles arrivent au pouvoir, mais ça donne quand même quelque chose. Mais voyez Angela Merkel. Exactement, Margaret Thatcher, voilà. Tout ça, et même je pense aux Philippines, je sais plus dans quel pays. Il y a une dame avec voilà, un peu malfini quand même. Voilà. Donc, quand ces femmes-là quand même s'imposent, quand on leur laisse la chance, on voit tout de suite des changements et des évolutions toujours dans le positif. Donc,
On devrait, nous les Africains, nous poser la question un petit peu quand même. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis en plus, on a vu que les femmes, quand une femme dirige, quand elle est dirigeante quelque part, il y a plus de rigueur. Il y a plus de rigueur. Il y a plus de rigueur. Elles sont plus fermes. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas biologique ou je ne sais pas. Mais on a vu que avoir une patronne, c'est compliqué. Parce qu'elles sont à cheval vraiment sur les règles. Donc tout le monde est dans les rangs, travaille bien. Et puis c'est réel, hein, c'est réel. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses, des situations pour qui les empêchent de mener. Mais avec l'évolution des choses maintenant, ça ne doit pas être un obstacle d'être femme pour diriger. Exactement. Et puis maintenant, encore qu'on ne l'a pas encore expérimenté, on peut le faire. On peut commencer avec les mairies. On a vu des mairies dirigées par des dames. Ben, oui. Le plus souvent, ils ont fait plus de résultats que les hommes. Comme quoi? Je ne suis pas féministe, hein, faut pas me comprendre. Moi, c'est une réalité, c'est un constat que je fais. J'adore les femmes, mais je ne suis pas féministe. Hein. Donc, je me défends bien de moi. Il y a des idées féministes avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Donc, quand il faut les critiquer, je critique. Comme quoi? Non, c'est pas le débat. C'est pas le sujet. Mais je suis pour qu'on essaie une femme, pour essayer de mettre une femme au devant, pour voir ce que ça va donner, en espérant vraiment qu'elles vont faire plus de résultats que les hommes. Exactement. Voilà. Et on assiste alors à un retournement de situation en fait, un échange de rôles. Ce sont les femmes qui sont aux commandes, ce sont les femmes en fait qui dirigent, que ce soit à la maison comme au gouvernement, et elles dictent les règles et les hommes doivent les suivre et obéir sans se plaindre, sans rechigner. Donc là c'est vraiment assez paradoxal parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, surtout en Afrique, en tout cas en Afrique noire, voir une femme qui dirige et en fait les femmes, toutes les femmes au pouvoir et tous les hommes à la maison, ce serait quand même assez paradoxal, comme je l'ai dit. Disons que c'est une révolution. Les femmes ont appelé à une révolution. Donc, en fait, c'est une révolution qu'elles ont construite même et qu'elles ont mis en place. Donc, cette révolution qui renvoie les hommes au foyer, sont devenus des hommes de ménage, et aux femmes, les bureaux, les casernes. Exactement. Et tout, quoi. Les soldats ont été remplacés par des soldates. Des soldates. La première dame est devenue Madame le gouverneur, n'est-ce pas? C'est pareil. Et puis, c'est une façon aussi de mettre l'homme ou la femme à la place, l'un ou l'autre à la place de l'autre. L'un à la place de l'autre, excusez-moi. Exactement. Pour voir ce que l'autre vit réellement. Essayer d'entrer dans sa psychologie et vraiment épouser sa réalité, sa réalité quotidienne, pour vraiment pouvoir plus tard instaurer un dialogue. Parce que chacun a quand même une réalité qui est là, un drame, que ce soit l'homme ou la femme, que son vis-à-vis ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas à sa place. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Maintenant, le fait de mettre les hommes à la place, au foyer, et leur accorder, leur assigner des tâches quotidiennes, des tâches ménagères, donc ça leur permet aussi de savoir ce que les femmes endurent tout le temps à la maison. Parce que quand l'homme est vraiment finalement appelé à changer les couches, à donner le biberon, il en a fait tout un drame avec c'est pas normal, il a fait des monologues pour se plaindre. Il a attaqué la dame de toutes parts. Mais bon. Mais c'était une façon aussi de le mettre en situation, pour vraiment le préparer aussi la femme aussi qui va dans les bureaux, qui gère les affaires de l'État, qui est confrontée à une situation de crise, donc comme la crise sanitaire, la crise économique, tout ça. Donc elle voit aussi un peu ce que l'homme, les péripéties auxquelles l'homme avait été confronté à un moment donné. Elle ne pouvait pas comprendre parce qu'elle restait à la maison. Donc tout ça, c'est comme je l'ai dit, c'est pour les préparer plus tard à une concertation constructive, vraiment pour le bien de tout le monde, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Mais justement, d'où vous est venue en fait l'idée d'une telle pièce? C'est une inspiration ou c'est suite à une discussion ou ça vous est juste venu comme ça? Disons, c'est une inspiration du quotidien, parce que c'est à un moment donné, l'histoire de la parité, vraiment ça a occupé notre quotidien. On en parlait, l'égalité homme-femme, l'homme qui vient de là-bas avec ses idées, bon, pour nous les bombarder. Et puis,
on s'était transformé en boîte d'enquête de résonance sans comprendre vraiment, sans essayer de comprendre vraiment. On parlait de parité, sans essayer aussi de nous poser des questions sur nos vraies réalités. Est-ce que la femme était réellement, disons, réellement défavorisée? C'est pas le mot que je cherche. Bon, est-ce qu'elle a servi en Afrique, dans nos cultures, dans notre passé? Est-ce que la femme avait été réellement connue? Parce qu'il faut toujours partir de son passé, de sa culture, pour vraiment appréhender ce qui arrive, pour voir le juste milieu. Oui. Nous avons un passé culturel, nous avons des réalités culturelles. Bon, à mon sens, moi, je considère que la femme a toujours occupé un rôle central dans notre culture, dans nos réalités. On parle de Yacine Boubou, entre autres, Aïssatou Diatta, c'est des femmes qui ont marqué l'histoire et qui marqueront toujours l'histoire. C'est vrai. Et c'était des femmes. Oui. Elles ne se sont jamais plaintes de leur situation de femme. Au contraire, ils ont utilisé leur position de femme vraiment pour s'affirmer et pour mettre tous les hommes d'accord. Donc ça peut se faire. Il ne s'agit pas juste de dire que voilà, il y a parité, donc on doit être élu, on doit être maire, des trucs comme ça, des choses comme ça. Mais il faut d'abord se croire en sa force. Croire qu'être femme ne vous défavorise pas. Être femme ne vous met pas en situation d'infériorité. Donc vous êtes citoyenne comme tout un chacun. Donc vous devez réfléchir comme tout un chacun pour trouver des solutions vraiment durables et bénéfiques pour tout le monde, quoi, en fait. Mais est-ce qu'on nous laisse l'occasion? Est-ce qu'on laisse aux femmes l'occasion justement de donner leur opinion, de s'affirmer ou même d'occuper certains postes qui pour des postes de pouvoir, on va le dire? Parce que parfois, la plupart du temps, quand une femme elle est patronne, c'est soit qu'elle est patronne de sa société ou alors qu'elle a vraiment dû batailler par rapport à un homme en fait pour avoir ce poste-là. Donc, quand on nous dit oui, vous pouvez le faire, d'accord, nous on sait déjà qu'on peut le faire, mais est-ce qu'on nous laisse la possibilité? Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. Est-ce que la majorité des femmes sont sûres que ça peut le faire? C'est ça le problème aussi. Si, quand même. Parce qu'il ne s'agit pas juste de le décréter, hein. Bon, parce que quand on croit en une chose, on le met en pratique, on s'impose. Rien n'est donné de cette vie-là. Il faut se battre. C'est vrai, il faut se battre. Mais la femme doit plus se battre par rapport à un homme. Bon, pour le moment, c'est cela. Parce que les femmes en sont arrivées même jusqu'à ancrer dans la tête de certains hommes que vraiment ils sont incapables. C'est parce qu'à force d'en parler tout le temps, on dit non, on est desservi. Finalement, tout le monde, on trouve que c'est normal, quoi. À force d'en parler, ça devient normal, quelque chose de normal. Non, mais donc il faut se prendre le moins possible. Et travailler et s'imposer, c'est tout. Non, on fait les deux en fait. On travaille ça pour travailler, on travaille beaucoup. Mais on se plaint parce que voilà, à un moment, on sent que tout notre travail n'est pas reconnu. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas normal. Oui, ça c'est mondial, là c'est mondial. Hein. Même aux États-Unis c'est pareil, en France c'est pareil. En France, depuis quand est-ce que les femmes ont commencé à voter? Oui, mais c'est pas la même chose actuellement. Actuellement, au XXIe siècle, on ne peut pas comparer la femme... Non, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose qu'on est. Je dis, ce mal dont vous parlez, les femmes, c'est mondial, c'est international. Les femmes ont toujours... Même eux qui disent que se disent civilisés, porteurs de civilisation, tout ça, depuis quand est-ce qu'ils ont commencé à voter? Et encore maintenant, il n'y a pas de femmes françaises qui occupent quelques postes vraiment, à part une, je sais pas, ministre de l'Intérieur ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, mais nous, par contre, dans notre histoire, la femme a été valorisée. Oui, ça a été valorisé. Nous, on pense ça de... excusez-moi, les Français m'excuseront, mais les Occidentaux nous ont fait perdre de vue cette réalité-là. En disant que derrière vous, il n'y a rien du tout. Là-bas, la femme est esclave dans sa maison, l'homme est polygame, il fait ce qu'il veut. Mais il y a des choses, il y a de bonnes choses qui sont là-bas. Hein, et que les femmes ont vécu, qu'ils ont été passées sous silence. Et nous, on gagnerait à faire ressurgir ça et partir de ça pour construire une femme moderne. C'est cela. Bon. C'est ça ma conviction. Le débat reste ouvert. En tout cas, oui, c'est vrai que la femme africaine est assez valorisée, mais actuellement, on va dire que ce n'est pas la même valorisation qu'on attend des hommes. Avant, la valorisation qu'on avait, c'était la femme au foyer qui s'occupait bien de la famille, etc. etc. Mais là, maintenant, nous, on cherche à un petit peu sortir de ce cadre de femme au foyer et la femme au bureau, la femme de pouvoir. Et d'où l'objet de ce livre-là. Effectivement, c'est le même combat que nous menons. Mais ça. Bon, je l'ai dit, il est temps d'essayer avec une femme, une dame. Exactement. Pas une femme, mais avec une dame. Une dame, ça veut tout dire.
Donc une dame, c'est vraiment quelqu'un, il ne s'agit pas juste de mettre une femme à un poste, mais une femme capable. Exactement. Que ce soit intellectuellement, physiquement et tout, psychologiquement, qui est vraiment apte à diriger. C'est une vraie dirigeante. Il y a des hommes qui sont au pouvoir, qui sont des incapables, qui ne sont pas aptes à le faire. Ça arrive, c'est des accidents de l'histoire. Ça, il y en aura toujours, de partout dans le monde. Mais il nous faut vraiment, moi je militerai pour une femme, vraiment, une dame vraiment dirigeante et capable de nous mener très loin. Très loin. Moi, je serai le premier à faire campagne pour elle et je serai le premier à voter pour elle. Donc, il est temps de changer les choses. Voilà. Très bien, c'est noté en tout cas. Alors, la pièce, elle tourne autour de 3 actes. C'est ça. L'acte 1 est composé d'une scène en fait qui plante le décor. C'est on voit le gouverneur en fait qui est en train qui s'habille pour sortir et là il y a la première dame. Le gouverneur demande à la première dame où est mon pantalon et de là commence la discussion. Oui, pourquoi tu mets ceci? Où va-t-on? Et ensuite, le deuxième acte, il est composé de 3 scènes où interviennent 3 hommes ayant subi les conséquences de la rébellion dans leur foyer. Alors, pourquoi avoir choisi en fait ces 3 hommes-là? Le premier, sa femme a découché. Le deuxième, sa femme a caché ses vêtements. Et le troisième, c'est un travesti, si je ne m'abuse. C'est ça. Bon, avant d'en arriver à cette question, donc je dirais que le théâtre en général, c'est divisé en 3 mouvements. 3 mouvements, la résie. En général, dans la première partie, comme vous appelez acte 1, c'est la phase exposition, par exemple. C'est pour exposer un peu l'idée vers laquelle l'auteur nous envoie. Donc c'est la question, en fait. Dès le début, on a annoncé déjà les couleurs, n'est-ce pas? Donc quand on s'y penche bien, donc on sait à peu près où est-ce que ça va nous mener. Bon. Malgré les péripéties qui vont s'apparaître, les coups de théâtre, tout ça, c'est un jeu. Mais déjà, on a une idée de l'histoire, une petite idée. Donc, en fait, effectivement, c'est l'homme qui sort, qui n'arrive pas à retrouver son pantalon. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, le pouvoir qui est en train de lui échapper, il demande à sa femme, hein, finalement, ça finit par vraiment une guerre de mots. Dès la femme décrète qu'elle va vraiment, lui il est incapable, là il a prouvé son incapacité, donc il va lui confisquer le pouvoir. Bon, et c'est la même histoire qui continue, donc c'est à peu près la même histoire qu'ont vécu ces 3 hommes-là, qui vont apparaître. C'est toujours une autre phase, même s'il y a le nœud de la crise qui se dessine là-bas. Donc l'autre, effectivement, c'est sa femme qui a découché, il n'arrive pas à retrouver sa femme. Mais son pantalon non plus. Parce que vous avez remarqué, il est venu en pyjama. Non, en robe. Alors, la robe de sa femme. Oui, la robe de sa femme. Il est sorti en pleine nuit dans la rue avec la robe de sa femme. Voilà. C'est le second qui est venu en pyjama. En pyjama. Lui non plus. Il n'a pas vu ça. Non seulement sa femme a caché ses habits, mais elle a disparu aussi. Elle a disparu. Donc, plus tard, il va essayer d'aider l'autre. Bon. Au moment où il est reparti pour chercher, pour se changer, là où il a surpris de sa vie. Il n'y avait ni sa femme ni ses amis. L'autre, le travesti, bon, il ne s'est pas fait travesti tout seul. On l'a forcé. Ouais, il l'a forcé. En fait, c'est un homme battu. Il a été battu, et dépouillé, et maquillé. Voilà, c'est aussi pour dire, voilà. Donc je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas carrément d'accord avec certaines idées féministes, c'est un peu ça aussi. Bon, c'est un peu en plaisantant, pour parler, jeter quelques pics, dire qu'on parle de la violence faite aux femmes, mais il y a aussi, les hommes subissent parfois aussi une certaine tyrannie dans leur foyer. Oh ouais, vous le savez mieux que moi. Vous savez mieux que moi. Vous savez mieux que moi. Les hommes subissent aussi parfois de très grosses tyrannies dans leur foyer. Ouais. Donc il y a des hommes battus, mais il y a différentes façons de battre, de frapper, de tyranniser quelqu'un aussi. Et surtout vous, les femmes, vous savez de cette technique-là. C'est terrible. Non, on est innocents. Quand une femme décide vraiment de maîtriser son homme, c'est terrible. C'est terrible. Donc voilà, tout ça c'était pour camper aussi le décor, comme vous avez bien dit. Exactement. Donc la phase exposition. Ensuite, là, en deuxième partie, ce sera vraiment le nœud de la crise. Le pouvoir, Pop m'a dit, la femme qui est au pouvoir,
Donc là, et comme je pouvais même rajouter un acte supplémentaire pour le dénouement. Mais bon, on en reviendra plus tard. C'est à dessein que j'ai arrêté ça juste là-bas, dans la phase de crise, de tout ça, et bien, avec tout ce que ça implique à l'intérieur, quoi, voilà. Très bien. Voilà. Et il y a le dernier acte composé d'une seule scène d'échange entre le gouverneur déchu et son épouse. Et dans le dernier acte, le gouverneur, il tente un petit peu de raisonner sa femme en lui disant que voilà, peut-être que tu commences à abuser et nous les hommes, on va pas nous laisser faire non plus, on va se révolter également. Il lui commence un petit peu à essayer de la calmer, on va dire. C'est ça. C'est cela, mais bon, déjà, quand elle a quitté le bureau, elle a trouvé son homme en plein... ménage. En plein ménage, mais avec la musique. La musique, tout ça, il faut ça du level. Exactement, avec c'est un peu le ridicule de la situation, quoi, en fait. Bon, elle a observé, elle a failli même renverser sa femme qui voulait juste entrer. Exactement. Ben voilà, maintenant, c'est comme ça que les hommes passent leur journée, décidément. Non seulement ils sont inutiles au bureau, mais ils sont inutiles aussi à la maison. Et même elle a été jusqu'à dire que c'est à se demander si c'est à croire que le bon Dieu s'est trompé en vous mettant sur terre. Sur terre. Donc vous voyez. Non, c'est pour vous dire que quand vraiment une femme décide vraiment d'y aller, elle n'a pas de limite, quoi. Elle n'a pas de limite. Donc voilà. Mais au final, et l'homme a tenté de la raisonner. C'est pourquoi? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose aussi. Les hommes ne se sont pas contentés de subir, quoi. Ils ont vraiment essayé de fomenter une contre-révolution. Exactement. Ouais, parce que vraiment, ils ne pouvaient pas se résoudre à rester au foyer avec tout ce que... Parce qu'ils ont vu ce que ça coûte. C'est terrible dans ça, c'est pas pour eux. Donc non, ils ne pensaient pas finir leur vie comme ça. Et puis avec le fait que les femmes soient installées dans les casernes, donc le manque des femmes et tout. Voilà, finalement ils étaient condamnés à rester seuls, quoi, à la maison. Donc là c'était au-dessus de leur force, quoi. Donc il fallait qu'ils trouvent une solution. D'où cette idée de contre-révolution fomentée et qui est même dirigée, et lui, le mari, le gouverneur, il s'est révélé que c'était lui la tête pensante. Donc c'était lui le meneur. Au début, il a essayé de cacher son jeu, mais à un moment donné, il était obligé de... Bon, la femme l'avait démasqué, quoi. Démasqué, exactement. Avec l'aide des services secrets et tout ça. Donc. Mais bon, finalement, quand il a été démasqué, là, il était obligé de faire face. Mais comme c'est sa femme quand même, il l'aime bien, comme il dit. Et il essaye de la calmer parce qu'il voulait éviter la confrontation, quoi. Ouais. Voilà, en fait, c'est cela. Donc il a essayé de la raisonner pour trouver une solution bénéfique à tout le monde. Bon, c'est vrai. Voilà, exactement, parce qu'à la fin, il lui dit, en fait, il ne veut pas revenir en arrière, en quelque sorte. Il veut trouver une sorte de compromis, pour qu'ils puissent gouverner ensemble, mais en fait, que chacun fasse son rôle. Chacun joue sa partition. Voilà, chacun joue sa partition, exactement, pour qu'ils puissent, en fait, trouver un terrain d'entente et avoir la paix. Tous les deux camps. Bien sûr. Ouais, c'était ça le but, hein, c'était ça l'objectif. Encore que là, c'est pas le dénouement. Hein. Ouais, parce que une pièce n'a pas forcément besoin d'avoir un dénouement. Donc, il y a des rebondissements. À un moment donné, on voit que la femme, elle va céder. Puis, elle se retourne. Finalement, on ne sait pas. On a beau lire tout le texte, on ne sait pas finalement si elle va céder définitivement ou pas. C'est vrai. Mais c'est pas ça l'important, le plus important. Le plus important, c'est pas qui sera au pouvoir ou pas, qui sera devant ou pas. C'est l'essentiel, c'est comme ils l'ont dit. Et il l'a si bien dit. Le plus important, c'est pas la femme, c'est pas l'homme. C'est trouver une personne. C'est le pays. Le plus important, c'est notre pays, c'est notre terre. C'est trouver une personne ou des personnes qui vont se donner la main, qui vont travailler pour la bonne marche de ce pays-là. Exactement. Qui vont travailler au service de tout le monde. Pas un clan ou une famille qui vont s'enrichir aux dépens de la majorité. Bon, même si le monde est ainsi, bon, malheureusement fait. Mais il y a des choses, on peut atténuer quand même. On peut faire en sorte que tout un chacun ait le minimum, quoi, pour vivre. Pas pour se vivre, mais pour vivre. Oui. Pour vivre, pour sauvegarder sa dignité. Parce que quelqu'un qui est obligé de mendier, qui est obligé de voler pour vivre, pour faire vivre sa famille, celui-là, on lui a volé sa dignité. Exactement. Sa dignité d'homme, son humanisme s'est envolé. Donc,
il faut parfois aussi que les hommes d'en haut pensent, réfléchissent un peu, qu'ils sachent qu'ils viennent même s'ils sont nés d'une famille riche, leurs parents n'ont pas tous été riches, ils sont venus d'en bas. Ouais. Ils leur a donné leur chance. Le pays où, c'est pas, Dieu leur a donné leur chance. Peut-être ils ont travaillé jusqu'à venir, qu'ils en fassent pareil pour d'autres. Donc c'est vraiment égoïste de voir, bon, nous, on a le pouvoir, on a l'argent, donc les autres, on ira les voir que juste qu'on aura besoin de le voir. De leur voir. Non, exactement. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Le résultat, c'est ce qui se passe autour de nous, dans les pays de la sous-région. C'est des soulèvements populaires, c'est des coups d'État. Tout ça, c'est alimenté par des choses, par des injustices pareilles. Jusqu'à plus que là, Dieu nous a préservé de cela, nous, au Sénégal. Et nous prions pour que ce soit toujours ainsi. Exactement. Mais il ne faut jamais mettre le peuple dos au mur, quoi. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est vrai. Et justement, en parlant de dénouement, en tant que metteur en scène et en tant que fondateur d'une compagnie théâtrale. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut s'attendre à une mise, en fait, à ce que vous... Une représentation, voilà. Vous voulez dire. Ouais, c'est le but. C'est le but, effectivement. Bon, une pièce de théâtre, en principe, c'est joué, quoi. C'est joué. On n'équipe pas une pièce de théâtre juste pour les garder au tiroir, non, c'est pour une représentation. Parce que c'est la meilleure façon aussi de divulguer les informations, les messages qu'on veut transmettre. Donc oui, en fait, effectivement, c'est un projet. On est pour des spectacles. Je sais que quand ce sera mis en place, vous serez les premiers. Ça c'est sûr. Si. Moi, je ne dormirai pas tant que ce ne serait pas mis en scène sur des scènes de Dakar ou partout ailleurs. En tout cas, on attend ça avec impatience. Oui, c'est cela. Et j'aurais une dernière question. Déjà une dernière question. Et oui, malheureusement, le temps passe vite. Alors, si on extrapolait un petit peu, si on poussait la fiction plus loin, si vous deviez vous retrouver dans cette situation où c'est la femme, en fait, c'est votre épouse qui prend le pouvoir. Ou on me vole mon pantalon. Alors, comment vous auriez réagi? Comment j'aurais réagi? Non, c'est plutôt à moi de vous poser cette question-là. Si vous avez volé le pantalon de votre homme. Moi, j'écris ma pièce. Non, je laisse. Bon, c'est à dessein. C'est à dessein que cette pièce n'est pas de dénouement. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une pièce n'a pas forcément besoin de dénouement. Donc, il est parfois bon de laisser les rebondissements, on le fait à dessein, c'est pour vraiment rêver le lecteur ou le spectateur, l'empêcher de se lasser ou de suivre mais aussi laisser cette pièce sans dénouement, c'est aussi pousser le lecteur ou le spectateur à une réflexion beaucoup plus poussée. Donc on va faire en sorte que cette personne s'accapare de ce livre-là, de ces idées véhiculées, de cette réalité qui est en vérité notre quotidien. Bon, pour extrapoler, comme vous avez si bien dit, essayer de cogiter, de trouver des solutions. Savoir que bon, si jamais cela se réalise, ça arrive dans ce pays-là, voilà ce qu'on doit faire. Voilà comment on doit s'asseoir, discuter, trouver la meilleure façon vraiment de revenir à la raison, de remettre notre pays sur les rails de l'émergence. De l'émergence. Pour taquiner un peu. C'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pour taquiner, on est ensemble. On est tous les frères, on est dans le même pays. Donc on peut pas ne pas se parler. En plus, c'est vrai que c'est pour taquiner, mais c'est vrai, pour mettre le pays dans les rails de l'émergence, de l'évolution, parce que les gens en ont besoin. On en a besoin, vraiment. On en a besoin. Donc il faut que tout un chacun se mette au travail. Moi, parfois même, bon, je parle au-delà des dirigeants, parler aussi un peu du peuple, parce que parfois, moi, je me pose la question, s'il nous faut pas un tout petit peu d'un Yaya Jammeh pour mettre ce pays-là au travail. Parce qu'on a besoin quand même, parce que, vous m'excuserez du terme, mais bon, il y a une certaine indiscipline qui nous habite tous. Hein. Oui. Bon, en indiscipline, je parle de manque de rigueur et de sérieux dans le travail. Oui. Donc, qui nous empêche parfois d'aller loin, de bien gérer les choses. Quand on nous confie certaines fonctions, le plus souvent, on ne voit pas cette responsabilité qui doit nous pousser au dépassement, mais on voit plutôt les privilèges que cela nous confère. Et on fait tout pour les garder à vie. Oui.
Donc c'est cela qui nous empêche de travailler. Donc c'est cela qu'il faut bannir, que ce soit du côté du peuple, comme du côté des dirigeants. Donc il faut un nouveau type de Sénégalais. Hein. Comme j'ai dit qu'il faut aussi un nouveau type de dame sénégalaise qui va prendre les rênes du pouvoir et qui, je l'espère, va nous mener sur les chemins du développement. Exactement. Voilà. Bah, écoutez, on espère. En tout cas, actuellement, on l'a vu, c'est la période des campagnes législatives. Donc, j'espère qu'ils écouteront votre message, notre message, et puis que voilà quoi. Donc, dans tous les cas, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Donc, c'était Anignan et Monsieur Omar Dabo pour les infidélités du pantalon. Merci encore et merci à vous de nous avoir d'avoir accepté notre invitation et à samedi prochain. Merci, bonne soirée.